Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des webinaires orientation qui aujourd'hui se déroule en Bretagne, à Locronan, un des plus beaux villages de France, il faut quand même le souligner. Et précisément, aujourd'hui, nous sommes reçus chez Maison Cadiou, qui va nous faire le plaisir de pouvoir partager ce moment de découverte de leurs activités et de leur métier. Je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom, l'IMT, pour rappel, un groupe d'écoles publiques, 7 écoles d'ingénieurs et une business school, et nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Avant de vous présenter l'ensemble du programme aujourd'hui, je voulais quand même vous rappeler que ce webinaire orientation est une déclinaison du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur que vous pouvez toujours rejoindre sur la plateforme FunMOOC qui est notre partenaire et qui va développer l'ensemble de 18 métiers qui sont sur 6 grandes fonctions clés de l'industrie, dont celle que nous aborderons aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Je vous partage en même temps sur le chat, pour ceux qui nous suivent à distance, le lien pour aller vous informer et vous inscrire sur ces métiers de l'industrie. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est un numéro un petit peu exceptionnel, déjà parce que c'est la dernière session de la saison 2023-2024, avant de reprendre au mois de septembre prochain. Et il est aussi exceptionnel, pourquoi ? Parce que nous sommes retransmis en direct du Salon Global Industrie, qui est l'événement de l'industrie en France, qui présente les dernières innovations de l'ensemble de nos entreprises, petites comme grandes. Donc, je salue tous ceux qui sont à Paris-Villepinte et qui nous suivent en direct. Et j'en profite pour saluer mes collègues de l'Alliance Industrie du Futur, Gaëtane et Aurélie. Voilà, petite parenthèse faite. Alors, au programme, aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes chez Maison Cadiou. Alors, pour information, avant qu'on puisse vous détailler l'ensemble des activités, sachez d'ores et déjà que c'est une entreprise qui est leader en France sur tout l'aménagement extérieur en aluminium. Alors, garde-corps, claustras et nouvellement pergola également qui sont proposés. Bref, des aménagements qui contribuent à façonner le confort et l'esthétique aussi de vos habitations. Donc, vous verrez un petit peu quelles sont toutes les activités, comment on travaille et avec quel métier et quels besoins en compétences. Alors, plusieurs métiers vont vous être présentés aujourd'hui, mais vous verrez, comme dans toute entreprise, vous avez une pluralité d'activités qui vous seront proposées, de l'ingénieur au technicien comme opérateur et opératrice. Tous les métiers sont de toute manière mixtes. Nous aurons également une petite séquence formation qui vous sera proposée, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir une enseignante de l'IUT de Lorient qui est en étroit partenariat avec Maison Cadiou pour ses besoins en formation, avec le plaisir également de recevoir 2 étudiants de cette IUT qui vont nous parler de leur parcours et du choix aussi qu'ils ont pu faire pour les conduire dans ces filières-là, et également à l'issue de leur formation dans l'industrie, sans oublier également, pour clôturer cette émission, une séquence habituelle avec l'ONICEP qui sera dédiée à l'orientation pour pouvoir vous donner quelques informations pratiques, aussi bien en formation initiale que continue, sur l'ensemble des parcours qui peuvent être proposés sur les thèmes que nous allons donc aborder aujourd'hui. Voilà, mais vous le savez, avant de commencer, que vous aurez aussi un temps dédié en fin d'émission où vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat de ce webinaire et l'ensemble de nos invités pourra donc y répondre. Alors, avant de démarrer, je vous partage également un petit sondage pour mieux vous connaître. Donc, n'hésitez pas à répondre, comme ça
Nous allons juste savoir effectivement qui vous êtes. Voilà, alors, pendant que vous répondez, eh bien, je vais tout de suite inviter donc Terence Carpentier. Bonjour Terence. Alors, Terence, tu es donc directeur des opérations et manager Lean chez Cadieux Industries. Alors, avant que tu nous présentes et l'entreprise et les activités que tu pilotes, je voulais déjà que tu renseignes tous nos internautes sur quel a été ton parcours. Alors, mon parcours, alors déjà, je suis assez fier de dire que je suis breton d'adoption. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Bretagne, donc je suis parisien d'origine, de la Seine-Saint-Denis, voilà, du 93. Et donc, j'ai quitté ma banlieue il y a un peu plus de 20 ans pour rejoindre voilà, l'IUT de Lorient, pour faire un DUT Gym. Au préalable, j'avais eu difficilement un bac S. Pourquoi difficilement? Parce que ça manquait pour moi de pragmatisme, et c'est pour ça que je voulais rejoindre une filière qui était un peu plus, je dirais, pratique, et d'où le choix de l'UT de Lorient en génie industriel et maintenance. Et ensuite, j'ai intégré l'NCBS en conception et gestion des systèmes informatisés de production, où voilà, j'ai obtenu un Master 2 voilà, orienté en production. Donc ce parcours de formation m'a amené à passer à travers d'entreprises comme Monduel, Cummins, Airbus, et j'ai atterri chez Cadieux en 2006. Donc voilà. Ensuite, chez Cadieux, je suis rentré en tant que responsable qualité. Ensuite, comme la qualité, ça a plutôt bien marché, on m'a confié la sécurité, puis l'environnement. Ensuite, j'ai pris la responsabilité des flux, de la méthode, de l'industrialisation, voilà, de la sous-traitance aussi. Et récemment, au mois de mai dernier, j'ai été nommé directeur des opérations. Donc tu as fait plusieurs métiers voilà, en fait. J'ai fait plusieurs métiers dans l'entreprise, comme beaucoup de collaborateurs qu'on a dans l'entreprise. Hein, qui, voilà, il y a une des caractéristiques de notre entreprise, c'est qu'on peut faire plusieurs métiers, on peut avoir plusieurs vies professionnelles au sein de la même entreprise. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial. Tant qu'il y a de l'évolution et du développement de compétences, quelque part, c'est ce qui permet de pouvoir adresser un petit peu... C'est le but, nous, dans nos valeurs d'entreprise, parce qu'on a défini notre vision 2025-2030, et dans nos valeurs d'entreprise, on a la dernière valeur, c'est l'épanouissement. Donc on cherche l'épanouissement de chaque collaborateur à travers ses actions, son développement. Chaque collaborateur a un plan de formation individualisé. À travers les entretiens individuels, il nous exprime aussi ses besoins. Et nous, on exprime aussi nos besoins. Et quand il y a synergie, on accompagne au plus qu'on peut. J'ai aussi le souvenir de collaborateurs qui, par exemple, voulaient faire scaphandrier et qu'on a accompagné à devenir scaphandrier. Voilà. Le but du jeu étant qu'il s'épanouisse dans sa vie professionnelle. Bon, ça, c'est déjà un bon début. Alors, en quelques mots, comment tu pourrais nous présenter Maison Cadieux? Quelles sont les activités et son développement également dans les années à venir? Alors, Maison Cadieux, pour moi, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure, une réussite comme je pense qu'il y en a peu en France. Moi, je suis rentré dans l'entreprise en 2006, on était 110, on faisait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est presque 800 et on en fait 120 millions. Donc voilà, en termes de réussite dans le monde industriel, et en termes de croissance, j'ai jamais connu une croissance à faire à 2 chiffres dans l'entreprise. Donc déjà là, pour moi, c'est une énorme victoire. Je pense qu'on doit ça aussi à l'énergie de nos dirigeants, et notamment de notre présidente Emmanuelle Cadieux, qui a une très forte appétence aussi pour tout ce qui est formation, pour le développement de ses collaborateurs, et pour cette appétence aussi pour le lean manufacturing, et le lean au sens large, la philosophie lean. Elle nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, nous remettre en question. Comme je disais tout à l'heure, test and learn aussi. Voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des opportunités de progrès. Et toute cette synergie nous amène à diversifier nos produits. On est aujourd'hui dans un nouvel atelier qui n'existait pas il y a encore 3 mois, notre atelier Pergola. Et ça nous amène de la diversité aussi dans les métiers, au niveau de notre main-d'œuvre aussi. On travaille beaucoup pour l'inclusion des femmes dans les ateliers aussi. On est à la recherche de l'efficience permanente. Alors, comme tu parlais effectivement d'intégrer de plus en plus de femmes, donc c'est l'occasion de pouvoir nous dire effectivement quelles sont peut-être les initiatives que vous avez initiées au sein de Cadieux pour faire en sorte que vos effectifs soient beaucoup plus féminisés qu'ils ne l'étaient par le passé. J'ai un exemple concret. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on a eu un problème de recrutement. On se posait la question
Voilà, on voyait qu'on avait de plus en plus de mal à avoir de la compétence sur nos sites, au niveau de nos opérateurs de menuiserie, je parle. Et assez vite, en fin de compte, à force de se remettre en question, on s'est dit, mais si on se passe quand même de 50% de la population, on a beaucoup d'hommes dans les ateliers, pourquoi pas ouvrir les métiers aux femmes? Et donc voilà, on a beaucoup communiqué sur nos réseaux sociaux, voilà, on a fait un gros travail aussi avec les ANPE locales, et on a fait une journée porte ouverte pour les femmes, pour venir visiter nos ateliers et venir visiter ce qu'on était capable de faire. On a eu une 50aine de personnes à répondre à l'appel. Et derrière, on a créé ce que nous, on appelle un atelier école. C'est-à-dire qu'on intègre des gens, on les forme sur 3 semaines, un mois. D'abord, on vient checker leur savoir-être et leur savoir-vivre. Et si ça match, parce que pour nous, c'est très important, si ça match, après, on se porte garant de leur donner les compétences nécessaires pour qu'elles puissent s'épanouir dans l'entreprise et faire peut-être plusieurs métiers. Et donc, de cet voilà, événement-là, on a commencé à finimiser l'ensemble des métiers de l'entreprise, en travaillant aussi beaucoup sur l'ergonomie, en faisant de l'éco-conception. On a allégé nos profils aussi pour rendre les produits aussi plus accessibles, plus manutentionnables, etc. etc. quoi. Alors tu parlais d'une problématique de recrutement que vous aviez rencontrée il y a quelques années. À l'heure actuelle, quels sont les besoins métiers qui sont les plus, on va dire, criants par rapport au développement de vos activités actuelles? Alors, c'est vrai que quand on est une entreprise en croissance, on a des besoins un peu partout. Ça, c'est le côté positif. Mais clairement, il y a quelques métiers qui sont quand même en tension. Alors, je vais prendre l'ensemble du prisme. Forcément, tous les métiers qui touchent à l'IT, voilà, au système d'information, sont des métiers qui sont en tension. Mais pas que, parce que pour faire un portail, il nous faut aussi, par exemple, des machines. Et tous les métiers de la maintenance, on a eu beau finimiser aussi. Je pense à Harmonie aussi, qui est une de nos techniciennes maintenance. C'est pareil, c'est des métiers qui sont en tension, sur lesquels on a du mal à recruter. Et du coup, on ne s'est pas laissé abattre. On a créé notre propre école de maintenance, avec des gens comme Keguiner, avec des gens comme, voilà, avec des acteurs locaux, pour essayer de prendre le taureau par les cornes et d'apporter nos propres solutions aux problématiques de recrutement qu'on pouvait rencontrer. Et alors concrètement, avec cette école qui a été créée avec les synergies des acteurs locaux, ça permet de pouvoir vous fournir en combien de volumes, combien de profils dont vous avez besoin? Alors nous, on avait, alors il y a eu comme un atelier école. On fait par groupe de 8, parce qu'on trouve que la formation doit être aussi à dimension humaine. On pourrait former 30 personnes, mais ça devient, voilà, oui. On préférait la qualité plutôt que la quantité. Et donc sur ce groupe de 8, après on s'est réparti les profils en fonction des entreprises qui avaient aussi sponsorisé cette formation. Et donc voilà, on a gardé 3 profils chez nous. D'accord. Dont Harmonie, qui est... dont j'ai parlé tout à l'heure. Et s'il y a des compétences, on va dire, vraiment qui sont uniques, qu'il faut avoir chez Cadieux, ce seraient lesquelles? C'est pas évident parce que pour fabriquer un portail, comme je disais, il nous faut un fournisseur de matière. Donc, sans approvisionneur qui parle plusieurs langues étrangères, c'est plus compliqué. Il nous faut aussi des produits avec la juste matière. Donc, sans personne qui travaille d'éco-conception, ça devient compliqué. Il nous faut aussi des portails qui soient le plus justes d'un point de vue, parce qu'on n'a pas parlé d'une autre partie prenante qui est la planète. Et avec voilà, notre devoir à tous industriels de décarboner ou d'amener un maximum de matières recyclées dans nos produits. Donc pour ça, il y a aussi des nouveaux métiers qui se créent autour de la RSE, autour de l'éco-conception, autour... voilà, et puis il y a énormément aussi de législatifs autour de ces sujets-là. Mais j'oublie pas aussi l'autre partie, c'est-à-dire les gens qui sont plus manuels aussi. Voilà, aujourd'hui, nos meilleurs menuisiers, c'est peut-être des anciens bouchers ou des anciens du milieu militaire. Voilà, donc voilà, on a des besoins. Ce qui veut dire que vous intégrez quand même une pluralité de profils. En gros, c'est plutôt une démarche vers les compétences et l'engagement que vous avez plutôt que sur le diplôme et les qualifications à la base. Oui, alors nous, il faut savoir qu'on recrute sans CV. Voilà, c'est important de le dire. C'est particulier. On recrute sans CV. On préfère, nous, checker les savoir-être, les savoir-vivre. C'est pour ça aussi qu'on a défini notre vision, notre système de valeurs, notre ambition et nos systèmes de valeurs. On veut checker avant de continuer plus loin avec un collaborateur, si en termes de savoir-être et savoir-vivre, et lui, avec ses valeurs intrinsèques, est-ce qu'elle match avec les valeurs de l'entreprise ?
Et quand ça match, généralement, ça fait des étincelles. D'ailleurs, on a quelqu'un qui est très motivé, qui rentre dans une entreprise qui lui correspond. Et donc, après, on a le devoir, ça inverse aussi les responsabilités. L'employeur a le devoir de lui donner le savoir-faire et de le faire monter en compétences. Et j'insiste beaucoup après sur l'identification du rebond, puisque quand on acquiert des compétences, après, derrière, il faut aussi pouvoir proposer des rebonds à nos collaborateurs. Sinon, ils s'en vont. Et souvent, j'entends beaucoup d'industriels qui disent « Ouais, j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à fidéliser. » Ah, mais qu'est-ce que tu proposes comme rebond à tes collaborateurs ? Et c'est pour ça que moi, j'en suis l'image, ou d'autres personnes dans l'entreprise. J'ai déjà fait au moins 10 métiers dans l'entreprise, mais j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir des dirigeants qui avaient l'intelligence de me proposer des rebonds quand j'en avais besoin. C'est ça. Et alors, pour conclure, Terence, si tu avais un message à adresser aux jeunes et aux adultes aussi, en situation de reconversion professionnelle qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inviter à venir rejoindre Cadiou, mais également le secteur industriel en général ? Moi, je pense que quand on se lève le matin et qu'on n'a plus envie d'aller là où on va, c'est qu'il faut changer. Malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense sincèrement. Et j'invite vraiment toutes les personnes à trouver des entreprises. Chaque entreprise aujourd'hui a sa propre valeur, sa propre culture, sa propre identité. Et parfois, il faut aller chercher des entreprises qui ont aussi vos propres valeurs. Il faut trouver l'adéquation, l'alchimie en fait. Et après, j'inviterai aussi beaucoup de personnes. Comme je disais, on peut avoir 2, 3 vies, 4 vies, 5 vies professionnelles. Il ne faut pas s'arrêter qu'à une seule vie. Voilà. Il faut être en capacité de pouvoir changer, mais pour ça, il faut être en capacité aussi de se remettre en question, de pouvoir aussi avoir le courage. Il faut avoir du courage. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir du courage. Je connais beaucoup de gens qui ont repris l'école après, au bout de 30 ans, à l'âge de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans. Ils ont eu ce courage-là et derrière, ils ont fait des super choses. Ils se sont épanouis. Et ça en est ressenti aussi dans leur équilibre vie pro, vie perso. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Voilà. Il faut oser. Voilà. En ligne, on appellerait ça l'ikigai. Voilà, tout à fait, l'ikigai, absolument. Merci beaucoup, Terence. Pas de quoi, Martine. Et sans tarder, on accueille donc ton collègue Samuel Trébeau. Tu peux lui passer le micro, c'est pareil. Bonjour Samuel. Bonjour à tous, merci de venir sur notre site. Voilà, vous êtes chargé de projet éco-conception. C'est ça. Avant de nous développer ce que vous faites concrètement dans votre métier, si vous pouvez nous retracer rapidement un petit peu quel a été votre parcours de formation. Bien sûr. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai pas fait des longues études ou ingénieur ou autre, alors que le chargé d'éco-conception, souvent l'associe à un ingénieur. En fait, j'ai un bac STI 2D, donc un bac de sciences, technologies, de l'industrie et du développement durable. Déjà avec une petite compétence développement durable qui a été instruit par un prof qui d'ailleurs n'était pas prof, c'était un intervenant professionnel qui m'a beaucoup marqué sur ce point-là. J'ai continué après sur un BTS économie de la construction, donc quelque chose de très technique plutôt, pour avoir en fait un maximum de compétences techniques avant tout. J'avais l'ambition de faire architecte au départ, donc rien à voir. Et je voulais acquérir un maximum de compétences techniques pour après rentrer dans une école d'architecture et sortir avec un petit plus. Au final, après ce BTS, j'en ai eu un peu trop de théorie, pas assez de concret. J'ai fait énormément trop de théorie, de calcul, et j'avais besoin de voir vraiment être touché, savoir qu'est-ce que je faisais. Donc j'ai fait un CAP menuisier en un an, qui m'a permis de voir le terrain, de comprendre, de faire moi-même et d'avoir cette compétence plus manuelle avant tout. Et après j'ai poursuivi en CAP menuisier pendant un an. J'ai fait ensuite, j'ai travaillé pendant un an en tant que menuisier. Et après, je suis arrivé en licence pro éco-construction, éco-matériaux à Lorient, où là j'ai appris vraiment le côté plus éco que j'avais plus ou moins touché il y a 2-3 ans auparavant, ce qui m'a permis au final d'acquérir une globalité de compétences quelque part, avec le côté manuel, le côté théorie et le côté éco. Et en fait, dans le cadre de ma licence éco-construction éco-matériaux à Lorient, j'étais en alternance, je suis rentré dans ce cadre-là à Cadiou. Et d'ailleurs, j'avais postulé sur LinkedIn. Je conseille aux jeunes de vous intéresser aux réseaux sociaux, et tout particulièrement LinkedIn. C'est grâce à ça que moi, ça m'a permis de rentrer à Cadiou. C'est des choses qu'on regarde régulièrement, et c'est une super communication, et ça nous permet vraiment de rentrer dans les entreprises plus facilement. Et voilà. Et alors du coup, maintenant que vous êtes à Cadiou,
Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre poste? Comment ça se traduit l'éco-conception dans cette entreprise? Alors, à Cadieux, quand je suis arrivé, j'étais plus côté économiste, puisque j'avais cette compétence-là de faire des calculs. Donc économiste, c'est tout simplement faire des devis. À Cadieux, on fabrique des garde-corps, donc je fais des devis pour des garde-corps, pour des chantiers. Après, derrière, je suis allé en plus côté RSE, avec ma licence éco-construction, éco-matériaux, donc ce côté éco, où là, j'ai plus progressé vers tout ce qui est bilan carbone. D'ailleurs, on en a fait récemment, on en avait fait en 2015 sur une démarche volontaire. Pour décarboner l'entreprise, déjà savoir qu'est-ce qu'on aimait. Et après, derrière, j'ai repris le poste vraiment éco-conception, donc sur une création de poste, comme l'a dit Terence tout à l'heure, vraiment sur le côté de pouvoir décarboner pas seulement l'entreprise et les collaborateurs, mais vraiment de toucher au produit. Donc en fait, mes missions, c'est un ensemble de missions, c'est un poste qui est en constante évolution. De ce que je faisais il y a 2 ans, ce n'est plus la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Ça bouge tout le temps. Donc en fait, je vais avoir une grande partie dédiée à tout ce qui est calculs environnementaux. C'est des choses qu'on voit un peu partout en fait aujourd'hui maintenant. On le voit dans les magasins, sur nos téléphones, sur les ordinateurs, etc. Donc je calcule l'impact carbone de nos produits pour les vendre et aussi pour décarboner en interne, trouver des solutions alternatives. Donc je recherche à côté des solutions alternatives pour pour réduire les empreintes environnementaux. Je ne calcule pas seulement l'éco-conception, il faut savoir qu'on parle beaucoup d'impact carbone. Or, il existe 24 pollutions différentes, donc on va en calculer 24 différentes. Nous, on va agir en interne pour trouver des solutions qui permettent de réduire l'ensemble des pollutions et ne pas faire de ce qu'on appelle de transfert d'impact, d'augmenter la pollution d'un autre pour réduire l'impact carbone. C'est un peu l'erreur que tout le monde fait généralement quand on ne fait pas d'éco-conception. Et à côté de ça, il y a forcément une veille réglementaire et des méthodes à suivre pour être à jour. Et puisque je disais au début, c'est un métier qui est quand même en constante évolution. Il faut être dynamique et savoir rechercher, aimer chercher l'information. Après, l'avantage, c'est que je retrouve d'un côté le côté terrain et le côté théorie. Donc, je reprends un peu les études. Donc finalement, malgré effectivement le parcours sinueux que vous avez pris, finalement, vous êtes à la bonne place. Et par rapport à votre conception un petit peu votre philosophie par rapport au développement durable, à ce que vous avez quand même eu dans votre formation d'origine, finalement, vous êtes en accord complet avec votre travail actuel. Oui, exactement. Je retrouve ce que j'ai fait au départ en études, où on m'avait dit c'est pas en faisant un CAP menuisier après un BTS que tu vas forcément réussir à faire architecture. Au final, moi, j'ai pas fait architecte et je le regrette pas du tout. L'éco-conception, c'est un métier où aujourd'hui on peut travailler dans n'importe quelle industrie. Comme disait Terence tout à l'heure, il faut savoir s'épanouir. À Cadieux, on a la chance d'avoir à la fois les garde-corps, le portail et d'autres produits. Ouais. Et je travaille pas seulement sur un produit, mais sur l'ensemble et avec beaucoup de collaborateurs, pas que seulement un service, mais l'ensemble de l'entreprise. Ouais. Et à côté de ça, on fait aussi tout ce qui est sensibilisation, notamment à l'atelier école, où on a une partie sensibilisation pour former un peu à ces nouveaux domaines qui sont peu connus ou mal connus des gens. Donc je trouve ça hyper intéressant. Alors vous aussi, quels conseils vous donneriez à des jeunes qui se cherchent un petit peu, même si là on est arrivé à la clôture des vœux sur Parcoursup. Néanmoins, voilà, Parcoursup étant une étape, mais pas forcément l'étape finale, parce que comme vous et d'autres, finalement le chemin de la formation n'est pas rectiligne forcément. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes, à leurs parents, pour aller vers ces métiers comme le vôtre? Alors, moi je m'adresse plutôt aux jeunes. Sur le côté éco-conception, c'est un métier qui est nouveau, qui est très demandé. C'est un métier d'avenir aujourd'hui puisqu'on en parle partout. On peut le faire très bien dans le domaine naval, industriel, start-up. En fait, ça existe partout. L'éco-conception, c'est une méthode qui s'inscrit autour d'outils, etc. Mais on peut pratiquer partout ce type de métier. Et je trouve ça intéressant sur les jeunes parce que c'est tout ce qui est écologie, RSE, etc., on en parle depuis quelques années. On a grandi avec. Moi-même, j'ai grandi avec. Je suis dans la génération où j'ai la chance d'avoir grandi avec ça, mais on en parle tous les jours, de préserver la planète, préserver l'environnement, etc. Alors, ça peut être quelque chose qu'on entend tout le temps, mais le faire, moi, c'est une fierté de pouvoir le faire chaque jour au sein de mon métier. Donc, je trouve ça épanouissant et de faire un geste chaque jour, je trouve ça vraiment bien.
Donc, c'est ce que je donnerais, de se motiver, de savoir cette motivation, et je pense que c'est ce qui nous fait avancer aujourd'hui. Et de sortir de la théorie pour aller à la pratique. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Samuel. On va passer à votre collègue Christina Rocamora, qui est donc responsable approvisionnement et également manager Lean. Je vous donne le micro. Voilà. Bonjour Martine. Bonjour Christina. Alors pareil, quel a été votre parcours? Parce que je crois qu'il a été riche aussi. Oui, j'ai également, comme Samuel le disait, j'ai également un parcours atypique. Donc, comme vous allez pouvoir voir avec mon accent, je suis d'origine espagnole, je suis d'Alicante. Je suis arrivée en France il y a 13-14 ans maintenant. Donc, à la base, j'étais dans des études de journalisme, et un métier que j'ai exercé pendant plusieurs mois en Espagne, journaliste sportif, journaliste économique, journaliste local. J'ai fait plusieurs stages. Et je suis partie en Erasmus, apprendre un peu l'anglais en Lituanie. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain français breton. Et me voilà, après quelques années en Bretagne, ici. Donc, dans un premier temps, je n'ai pas cherché de métier de journalisme en France, parce que je ne parlais pas la langue. Donc, ce n'était pas facile. Et je me suis dit, bon, entre-temps, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis arrivée dans l'industrie. J'étais en agroalimentaire, un peu comme tous les jeunes. Je suis arrivée comme intérimaire. Et c'est dans cette industrie agroalimentaire que j'ai évolué en 3 ans. Donc, j'avais été chef d'équipe pendant 1 an. Et ensuite, j'avais fini en étant chargée d'ordonnancement, planification, approvisionnement et un peu achat également. Et c'est dans cette expérience-là, déjà quand j'étais chef d'équipe, j'avais remplacé quelques mois le responsable des productions. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est trop bien. Et j'avais aimé le métier, c'était vivant, même si on était une petite entreprise, il y avait 50 salariés. Mais je trouvais ça très vivant, le fait de gérer l'équipe, on gérait un peu tout, la maintenance, les opérateurs, les opératrices, et un peu tous les salaires, en fait, c'est ça qui faisait que c'était vivant. Et après, le site pour le poste d'approvisionnement, etc., pareil. Je suis partie de cette entreprise-là, et là, j'avais un peu du mal à trouver du boulot, parce que justement, mon CV n'était pas bon. Et personne ne me prenait, parce qu'en plus, c'était pas une période facile. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus le marché est beaucoup plus ouvert actuellement. Et je suis arrivée chez Cadieux, où Emmanuel Cadieux, la présidente, a vu mon CV, il a dit... elle doit se démerder dans la vie, donc je la prends. C'était exactement la phrase qu'il m'avait sortie à l'entretien. Et voilà, donc je suis arrivée à l'ordonnancement pendant quelques mois en remplacement des congés maternité. Ensuite, j'ai fait 3 ans au service approvisionnement, en charge de la sous-traitance. Et c'est après que j'ai basculé dans un métier différent, on va dire, en technicien d'amélioration continue. Dans l'usine de thermolacage qu'on a un peu plus bas ici dans le site. Et c'est là que j'ai repris les études également. Donc j'ai demandé à Cadieux d'accepter de me former en alternance. J'ai été à l'IUT de Lorient en licence pro. Ouais. Et j'ai continué en M1 et M2 à la fac des sciences à Lorient également. Et par la suite, donc, j'ai été manager Lean dans la production Cadieux pendant 2 ans. Et c'est cet été, à la fin de mes études également, que j'ai été promue au poste de responsable approvisionnement. Donc, il y avait l'équipe de cet approvisionneur qui était forcément mes collègues auparavant. Et voilà, donc on cherche cet approvisionnement du site. Et alors, vous gérez concrètement combien de personnes dans votre équipe? Là, actuellement, ils sont 7 approvisionneurs. Oui. Donc, on en a tous les approvisionnements du site, pas tous à 100%, mais à terme, ça sera le cas. Donc, matières premières, emballage, sous-traitance, bientôt maintenance, pourquoi pas aussi les éléments bureautiques, un peu tout ce qui rentre sur site. L'idée, c'est de donner une vraie vision métier en approvisionnement. On est quand même une entreprise de 800 salariés et on ne peut pas se permettre de gérer les fournisseurs comme on peut le gérer comme une entreprise à 15 personnes. Donc voilà, il faut qu'il soit suivi, qu'il y ait une vraie, on va dire, déontologie du métier avec des vraies pratiques, des respects du fournisseur également et des respects de l'entreprise, des objectifs de l'entreprise. Ouais. Ok. Et alors, comment s'articule une journée type s'il y a une journée type? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de routine forcément dans l'industrie, mais néanmoins, le matin, quand vous arrivez, comment se planifie un petit peu et s'ordonnance votre journée, globalement? Il n'y a vraiment pas de journée type. Donc, ça se structure beaucoup autour des fournisseurs, forcément. Les approvisionneurs vont être vraiment de l'opérationnel, de la passation des commandes. Donc, en fait,
Si on veut résumer, on va récupérer les problèmes. Ouais, bah oui, forcément. Quand ils ont un problème, le fournisseur il a un problème également. Est-ce qu'on va beaucoup chercher autant que dans le service également? Moi, de mon côté, c'est comprendre comment fonctionne le fournisseur. On fait beaucoup de déplacements, on les visite beaucoup. On essaie vraiment de savoir. Moi, je pense que c'est l'avantage aussi de venir de l'industrie, du cœur de la production, de dire OK, nous on a des problèmes, eux ils ont des problèmes, comment on peut les aider? Donc, je pense que c'est ce qui fait la force. Et on arrive à avoir beaucoup d'urgence, parce que forcément, la supply chain n'est pas toujours prévisible. Donc, voilà, on arrive à avoir beaucoup d'urgence, beaucoup d'aides de leur part, parce qu'on comprend comment ils fonctionnent. Et des fois, on peut être plus grand qu'eux, on peut être plus petit. Quand on est plus grand, on essaie de les accompagner également. Donc, je pense qu'un peu le quotidien, c'est ça, on va dire, c'est vraiment quand les approvisionneurs ont besoin, il y a le management de l'équipe, bien sûr. Et ensuite, voilà, c'est l'accompagnement de l'équipe et l'accompagnement des fournisseurs. Et ensuite, comment on décline les stratégies de l'entreprise également. Et voilà, on a les fournisseurs, comment on fait dans les 3 ans à venir, dans les 5 ans à venir. On grandit, on a des plateformes logistiques, on a une flotte de transport. Et donc, en fait, c'est imaginer aussi des flux logistiques, des synergies avec nos fournisseurs. Donc, c'est un peu le quotidien actuellement. Ouais. Alors, vous êtes une femme, Terence l'a dit. Vous êtes comme dans une dynamique de plus de féminisation dans l'ensemble de vos métiers. Comment vous faites votre place, finalement, dans cet univers d'hommes? Je sais pas, c'est pas des questions que je me pose souvent. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème finalement pour vous. Ouais, c'est vrai que souvent je me retrouve en production, dans l'encadrement des productions, dans les métiers de l'industrie, on se retrouve souvent seul. Oui. Et parce que chez Cadieux, comme Terence disait, il y a eu des programmes d'accompagnement, des programmes de formation de femmes. Donc maintenant, il faut attendre quelques années. Pour que ça arrive à des postes d'encadrement, le temps qu'elle se forme, le temps qu'elle soit adaptée à l'entreprise. Et je ne sais pas, après, moi, au quotidien, je ne me vois pas autant que femme telle qu'elle. Je pense qu'il faut que les femmes ne se voient pas autant que femmes. Si on est tous égaux, on est tous... Ce serait le conseil que vous donneriez, finalement. Oui, en fait, c'est faire... Par contre, quelque chose que j'ai remarqué dans le monde féminin, peut-être dans l'industrie, c'est qu'on est très exigeante envers nous-mêmes. Et on se pose beaucoup de questions. On a peur d'y aller parce qu'on a peur de mal faire, on a peur de ne pas être à sa place. Et j'ai l'impression que les hommes, ils foncent. Et nous, il faut qu'on fonce aussi. Voilà. Donc, c'est un très bon message pour conclure, en tout cas. Il faut qu'on se dise qu'on a les compétences, on a les capacités. Absolument. Et ne pas se poser de questions et y aller. C'est ça. Vous avez raison. Merci beaucoup, Christina. On va accueillir une autre femme, du coup. Voilà, bien représentée aujourd'hui. Donc, bonjour Marie Bertin. Bonjour. Alors, vous êtes alternante et chef de projet, donc vous allez aussi un petit peu nous balayer. Quel est votre parcours jusqu'à votre arrivée chez Cadieux? Alors, moi, j'ai commencé par faire un IUT chimie, qui n'a rien à voir. Oui. Et après, donc, je me suis réorientée rapidement par un IUT Clio, donc à Lorient, et que j'ai commencé en alternance chez Cadieux sur les 2 ans. Ensuite, j'ai voulu un peu explorer. J'ai été faire une licence pro. C'était un bachelor qui s'appelle responsable performance industrielle. Donc en alternance chez Manitou cette fois. Et donc toujours, j'ai commencé dans l'ordonnancement. Là, j'étais plutôt dans les méthodes logistiques, donc toujours dans la côté supply chain. Et après ça, j'ai voulu aller voir un petit peu sur le marché. Donc j'ai fait un CDD approvisionnement pendant 10 mois. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais envie de pousser un peu les études un petit peu plus loin. Et j'ai eu l'opportunité de revenir chez Cadieux. Donc c'est là que j'ai commencé mon master manager de direction opérationnelle. Et donc là, je suis dans ma 2e année de master aujourd'hui. Très bien. Et alors, quelles sont les missions qu'on vous a confiées chez Cadieux? Alors, je suis essentiellement sur du projet. Donc ça va être... c'est pareil, c'est des missions très variées. Il va y avoir, en fait, ça va être des missions de gestion de projet, donc du management transverse, de la planification et coordination d'activités. Mais aucune journée ne se ressemble également. C'est ça, c'est gérer les projets au quotidien en fonction de l'avancée, des projets qui découlent sur d'autres projets, et on avance comme ça au fur et à mesure.
Et du coup, dans vos activités, j'imagine que vous êtes aussi en lien avec différents services pour faire que tout le monde se parle et puis pour pousser aussi, j'imagine, certains projets que vous devez conduire. C'est exactement ça. Il y a de la transversalité, j'imagine. C'est ça, beaucoup, quand je parlais de management transverse, je vais être au quotidien avec de nombreuses personnes, avec différents niveaux hiérarchiques, de différents services. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la coordination, en fait, et d'arriver à créer un environnement où tous ensemble, on va pouvoir mener les objectifs de l'entreprise. En fait, c'est vraiment ça, créer un groupe pour travailler pour l'entreprise et dans son intérêt. Et est-ce que vous avez mesuré, là, depuis que vous êtes chez Cadieux, comment effectivement ces projets s'articulent avec plus d'efficacité, parce que justement tout le monde se parle? Dans ce genre de projet, justement, où de nombreux services interviennent, la communication, c'est quelque chose de très important. Je trouve qu'on le fait relativement bien. C'est pas facile, plus ça grandit, plus ça met de la distance entre les gens et les services aussi. On a eu des changements structurels d'organisation, donc forcément on s'adapte. Mais non, de manière générale, tout le monde est très motivé et très impliqué dans la réalisation des projets. C'est assez facile de travailler en fait avec tous les collaborateurs. Il y a assez peu de difficultés à ce niveau-là. D'accord. Et par rapport à votre poste, quelles sont les compétences que vous jugez fondamentales pour pouvoir faire en sorte que tout le monde arrive à communiquer, à faire circuler l'information? Donc, par rapport à votre poste, c'est quoi les compétences, qui vous semblent fondamentales? Je pense que déjà, je parlais par rapport à moi, mais forcément, il faut un minimum d'implication, s'investir dans son projet et dans son équipe. Par rapport à la communication, il faut un peu d'empathie aussi pour réussir à contenter tout le monde et à faire parler les gens quand il y a besoin. Pour moi, il faut deux choses qui sont un petit peu contradictoires, si je puis dire. Il faut suffisamment de patience pour ne pas brusquer l'équipe, mais il faut être assez ferme aussi pour que ça avance et que ça ne reste pas traîné. Voilà. C'est globalement les qualités que je donnerais. D'accord. Et quels conseils aussi, parce que vous avez un parcours en alternance, quels conseils vous donneriez aussi aux jeunes pour s'orienter via les formations apprentissage, alternance, qui a été le vôtre? Quels sont les bénéfices que vous pourriez partager aussi de cette formation avec les jeunes qui hésitent également à prendre différentes voies? Je pense que l'alternance, c'est quelque chose de super important, où ça nous apporte... On apprend au quotidien, en fait. On va apprendre plutôt le côté théorique et se faire une boîte à outils, si je puis dire, à l'école. Et c'est des outils qu'on va vraiment pouvoir mettre en application en entreprise. En plus, chez Cadieux, on a la chance de pouvoir beaucoup pratiquer. On peut expérimenter. Et non, l'alternance, c'est vraiment on voit vraiment une différence entre les personnes qui ont fait une formation classique initiale, donc sans alternance, et les formations d'alternance, où les gens sont plus à l'aise. On va immersif, tout de suite, quelque part, où vous avez la culture d'entreprise et puis vous travaillez finalement au quotidien sur des cas d'usage concrets, en fait. Je me sens moins étudiante que salariée. Ça fait 5 ans aussi que je suis en alternance maintenant, donc. Mais c'est ça. Ça va donner les valeurs et les compétences du travail en entreprise qu'on n'a pas quand on reste à l'école. C'est clair. Et je trouve ça hyper important d'avoir ce côté-là. Il ne faut pas avoir peur de postuler. Ça peut prendre du temps au début quand on commence l'alternance. Je me souviens que au tout début, dans mon DUT, on avait tous postulé à plusieurs dizaines d'entreprises. Mais il faut un peu de persévérance et ça vaut vraiment le coup derrière. C'est vraiment bénéfique, je pense. Et l'industrie, pareil, c'est un milieu dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous vous dites c'est le bon choix aussi. Moi, ça correspond vraiment à mes valeurs personnelles. Où je trouve que dans l'industrie, c'est très... et d'autant plus chez Cadieux, où c'est quand même une entreprise, malgré sa taille, qui reste familiale. Oui. Et les gens sont très accessibles. C'est vraiment ça que j'aime dans ce secteur-là. Ça va être la sincérité des gens, la franchise des gens, leur accessibilité. C'est ça. Eh bien, écoutez,
C'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Marie. Merci à vous. Et puis, après vous, on va attaquer la séquence formation en accueillant Florence Kerviche. Bonjour, Florence. Bonjour, Martine. Alors, vous, Florence, vous êtes enseignante dans le département Clio, qualité, logistique industrielle et organisation, à l'IUT de Lorient. Donc, vous aussi, je vous laisse quelques petites minutes pour vous présenter quand même votre parcours et ensuite nous présenter votre IUT et votre formation, évidemment. Ok, alors je suis effectivement enseignante à l'IUT de Lorient depuis 11 ans maintenant. Mais avant, j'ai eu une autre vie. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie où j'ai occupé plusieurs fonctions. En fait, j'ai commencé en tant que responsable assurance sécurité environnement. J'ai mis en place ce qu'on appelle les systèmes de management et tous les standards en matière d'environnement et de sécurité. Et au bout de 2-3 ans, j'ai commencé à m'ennuyer ferme. Et donc, du coup, je suis allée un peu plus sur le terrain et je suis tombée dans la marmite de la production. Et je suis devenue responsable d'unité de production. Et là, ma deuxième vie a commencé. Donc, responsable de production, responsable logistique. Donc dans la pharmacie, dans l'automobile, dans le textile. Et au bout d'un moment, j'ai commencé aussi à m'ennuyer. Et j'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de transmettre, en fait. Et donc, je suis devenue enseignante. Et donc, j'ai la chance d'enseigner ce que j'ai pratiqué pendant 15 ans. C'est ça. Donc, au sein du département qualité, logistique industrielle et organisation. Ouais. Donc j'enseigne la gestion de production, évidemment, l'amélioration continue, la conduite de projet. Et j'accompagne aussi les jeunes dans la construction de leurs projets personnels et professionnels, ce qui est important, pour les aider à faire leurs premiers pas dans leur vie pro. Alors, quelles sont les grandes formations, on va dire, emblématiques de l'IUT de Lorient, formations qui conduisent évidemment au métier de l'industrie? Oui, alors l'IUT de Lorient, alors c'est Lorient et Pontivy, on a 2 sites, propose 5 spécialités qui sont ouvertes sur l'industrie. Donc on parlait de génie industriel et maintenance tout à l'heure avec Terence. On a également hygiène, sécurité, environnement. MT2E qui s'appelait avant GTE. MT2E, ça veut dire les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique. Une formation aussi très actuelle. Génie chimique et génie des procédés à Pontivy et Clio, qualité, logistique, industrielle et organisation. Donc voilà, 5 spécialités qui couvrent pas mal de domaines en fait dans l'industrie d'aujourd'hui. Est-ce que vous faites le plein? Parce que la grande question en ce moment, avec les petits soucis d'attractivité des formations qui conduisent au métier de l'industrie, c'est qu'on le voit statistiquement, malheureusement, toutes les formations ne font pas le plein. Vous avez évoqué la formation GYM tout à l'heure. Et on sait que le secteur de la maintenance est quand même fortement en tension. Est-ce que vous, dans votre IUT, cette formation fait le plein ou malheureusement c'est un peu comme dans d'autres IUT, c'est un peu dur pour attirer des jeunes? Alors la tendance actuelle n'est pas forcément très positive. C'est clair. Effectivement, il y a un déficit de recrutement. Alors ça va un peu mieux là cette année, mais en fait on arrive aussi. Les IUT viennent de vivre une grande transformation, à savoir le changement de diplôme. Bien sûr, du DUT au BUT. Voilà, donc qui est un diplôme qui se prépare en 3 ans maintenant. Au lieu de 2 ans pour le DUT avant. Voilà. Donc, ce qui a créé évidemment un peu d'incertitude, d'inconnu. Donc là, maintenant, les premières promotions terminent cette année. Ça y est, c'est un diplôme qui est presque rodé, en tout cas, qui est bien en route. Donc, il va, à nous de recommuniquer pour comment dire... attirer nos jeunes. Et il y a aussi l'impact de la de la dernière réforme du bac, qui malheureusement a eu un impact avec des jeunes qui se sont parfois dispersés et ont enlevé un peu la dimension scientifique dans leur choix. Et donc ça a eu un impact sur nos recrutements aussi. Mais voilà, c'est un point sur lequel on travaille tous les jours. On communique beaucoup pour les faire venir, nos jeunes, et ceux qui sont là sont contents d'être là, les taux de réussite sont bons, l'accompagnement est intéressant, donc je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir chez nous. Et est-ce que vous avez des opérations, on va dire, vraiment dédiées à l'attractivité des filles, parce qu'on sait que vos métiers sont quand même des métiers scientifiques et techniques. Vous avez parlé de la dernière réforme du bac qui a
clairsemé, et c'est peu dire, les rangs des jeunes filles qui, avant, allaient plus naturellement vers ces métiers-là. Comment vous faites finalement pour les capter elles aussi Alors les actions, alors on a les actions classiques, portes ouvertes et salons, où on intervient nous enseignants, mais surtout on fait intervenir aussi nos étudiants pour que les jeunes lycéens puissent se projeter et puissent avoir un discours un peu moins académique que le nôtre. Et on fait également des semaines d'immersion. Il y a les cordées de la réussite aussi. Dès le collège, on les fait visiter nos installations. On leur propose de venir, donc pour les lycéens, de venir suivre des cours de façon à ce qu'ils voient concrètement ce qui s'y passe, et que les métiers de l'industrie, c'est pas avoir les mains dans le cambouis, c'est bien, il y a bien d'autres choses à voir. Et donc, c'est de les attirer par ce qu'on fait réellement, voilà, de leur montrer concrètement ce qui s'y passe. D'accord. Et vous avez parlé du taux de réussite. J'imagine qu'il doit être, on va dire, bon, parce qu'on sait que l'industrie derrière, en ce moment, recrute énormément. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de problème d'employabilité de vos jeunes. Non, il n'y a pas de problème d'employabilité. On parlait d'alternance tout à l'heure. On doit avoir, je ne sais pas, peut-être 10 offres d'alternance par candidat. Bon, après, ça couvre tout un grand panel d'entreprises. Donc les étudiants ont le choix. Je les regarde en même temps. Donc oui, il n'y a pas de problème de recrutement. Au contraire. Et en fait, surtout, nos formations répondent aux enjeux actuels en fait, de l'industrie. L'industrie, elle est en pleine mutation. On a parlé RSE, on a parlé développement durable. Voilà, ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Les spécialités des IUT, chaque département intègre toutes ces dimensions-là, que ce soit la dimension écologique, évidemment, on en parlait tout à l'heure, mais également la dimension sociale. Je veux dire, aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est hyper important. On parlait d'épanouissement, Terence, voilà, tu en parlais, c'est la priorité, et il faut également en parler, usine du futur, et l'innovation technologique, les enjeux écologiques, tout ça, ça nécessite un accompagnement des entreprises, et les formations à l'IUT forment les jeunes à accompagner les entreprises sur ces sujets. Tout à fait. Et vous pouvez, je pense aussi, préciser, Florence, que, parce que beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais avec un BUT, alors je ne sais pas quelle est la politique dans votre IUT, mais dans certains IUT, en deuxième année, les meilleurs sont sélectionnés et peuvent directement rentrer par des passerelles dans des écoles d'ingénieurs, ou sinon une fois qu'ils sont diplômés de leur BUT. En tout cas, il y a des passerelles entre le BUT et les écoles d'ingénieurs. Donc ça, je pense que c'est très important à souligner également. C'est effectivement un point super important. Donc après le BUT, donc soit après la troisième année, mais effectivement à partir de la deuxième année, les jeunes peuvent intégrer une école d'ingé. Donc pour ceux qui ne veulent pas faire de prépa, qui ont envie de concret dès la sortie du bac, c'est la bonne voie. Ça permet aussi d'être un peu en alternance avant d'intégrer l'école d'ingé, donc ça c'est un point important. Mais il n'y a pas que les écoles d'ingé, il y a aussi les masters derrière, donc il y a des possibilités après ce diplôme qui sont super intéressantes. Le jeune peut aller travailler s'il a envie d'aller travailler, mais il peut poursuivre aussi ses études, donc voilà, un beau panel, des belles perspectives qui permettent aussi à chaque jeune de construire son chemin progressivement. Oui, et pas toujours facile à 18 ans de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Mais c'est vrai qu'il y a le choix. En tout cas, vous avez déjà évoqué vos 5 formations, mais à l'échelle de l'ensemble des IUT... Il y en a 24 des spécialités. Voilà, j'allais le dire. Donc, il y a de quoi faire quand on est un petit peu curieux ou curieuse pour trouver finalement le parcours qui corresponde à ses affinités personnelles. Exactement ça. Il faut être curieux, être audacieux, mais surtout être curieux. Absolument. Voilà. Pareil, si vous avez... Alors là... Vous avez peut-être des parents aussi qui nous écoutent. On sait que les parents sont souvent des grands prescripteurs des orientations de leurs enfants. Voilà, l'IUT, comme la voie des licences pro, des BTS, ce sont des filières professionnalisantes. Et on est quand même dans un pays où ça commence à changer, mais la culture de la professionnalisation, elle n'est pas encore tout à fait complètement installée. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à tous ces parents pour les encourager à envoyer et à conseiller à leurs enfants d'aller dans ces parcours professionnalisants ? La première chose que je leur dirais, c'est que
ça va pouvoir permettre à leurs enfants, pour beaucoup, de trouver du sens, de trouver un sens à leur formation. Pour beaucoup d'entre eux, ils sortent du lycée un peu fatigués de la théorie, ils ne voient pas forcément à quoi ça va leur servir. Intégrer ces formations, ça leur permet de commencer à appliquer, à faire les choses, à voir des choses concrètes. Donc, quand on voit les petites étoiles qui brillent, le sens qui commence à naître dans leurs yeux, c'est la meilleure des satisfactions. Donc, l'épanouissement, parce que c'est ça, donner du sens et qu'ils puissent s'épanouir. Le deuxième, et ça va rassurer les parents, c'est que ce sont des formations où les jeunes sont accompagnés, sont suivis à la fois en centre de formation, mais à la fois en entreprise quand ils sont en apprentissage, en alternance. Donc ils sont accompagnés dans leur autonomie. On va leur apprendre à devenir autonomes. Ils vont gagner en maturité très vite, en fait. Tu parlais de la différence, Marie, quand on est en classique et en apprentissage. La maturité, elle est vraiment, on voit la différence. Et l'autre élément, le dernier élément, c'est que l'industrie, elle a besoin des jeunes aujourd'hui, quoi. Les enjeux, ils sont énormes. Si la mutation, elle est là, elle est maintenant. Donc il y a de l'emploi en plus. Il y a de l'emploi et il y a des belles choses à faire. Oui, absolument. Très belles choses à faire. Merci beaucoup, Florence, pour votre témoignage. Et on va tout de suite se rendre compte avec deux de vos étudiants. Donc, j'appelle RL Leguet et donc Yaël Michelot. Bienvenue tous les deux. Donc, RL, on va commencer par toi. Donc, dans la foulée de ce que Florence nous a un petit peu dit, comment tu t'es retrouvée, toi, dans cette formation première année de BUT Clio ? Moi, j'ai obtenu mon bac en général, spécialité mathématiques et physique-chimie en 2022. Okay. J'ai fait une année où j'ai rien fait parce que je ne savais pas dans quoi m'orienter. Et du coup, j'avais refait Parcoursup et j'avais fait les portes ouvertes et je trouvais ça intéressant parce que c'est une formation qui est assez ouverte sur plein de portes parce qu'on peut faire de la qualité, de l'approvisionnement, de la supply chain, etc. Et c'est professionnalisant, on peut faire de l'alternance, il y a des stages. Donc j'avais bien aimé ce côté-là. Ok. Et tu t'es pas dit une seule seconde, oh là là, l'industrie, qu'est-ce que je vais y faire ou comment je vais trouver ma place d'entrée de jeu, tu t'es dit, j'aime, les sujets me plaisent, donc je vais y aller quand même. Et voilà, t'as pas eu d'appréhension en tout cas pour t'orienter? Non, je voyais pas ce point-là par rapport à l'industrie. Il y a plein de domaines dans l'industrie. On peut faire du textile, de la fabrication, de l'automobile. Donc ça ne me dérangeait pas. Et alors du coup, en t'orientant dans cette filière-là, là tu es en première année, est-ce que tu t'es déjà un petit peu projeté après ton diplôme, s'il y a un secteur qui te plaît en particulier, que tu aimerais intégrer? Moi, c'est plus le nautisme qui m'intéresse. Après, comme des entreprises comme Naval Group, des trucs comme ça. Belle entreprise. Hein. Mais sinon, j'ai pas vraiment... D'accord. Voilà. Et là, tes études, ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Bon. Et donc, tu le recommanderais, j'imagine, à d'autres filles aussi. Hein. Oui, parce qu'en plus, on a un super UT à Lorient. Nos professeurs, ils sont très présents quand même. Ah bah. On parlait tout à l'heure, mais... Ouais, tu t'y sens bien, quoi. Oui. Bon, ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, donc, RL. Alors, Yaël, même question. Comment tu es arrivée, finalement, à l'IUT de Lorient? Alors, moi, j'ai eu mon bac à Lorient, spécialité maths physique aussi. Puis en 2023, là, en septembre, je suis arrivé donc, à l'IUT. J'ai fait les portes ouvertes avant Parcoursup et donc, pédagogie beaucoup avec le jeu, ça m'a vraiment plu. Dispensé également en alternance la formation. Et il y a on peut poursuivre ensuite d'autres formations, ça m'a beaucoup plu. Ok, mais d'entrée de jeu, quand tu étais dans ton bac scientifique, tu t'es pas dit classe prépa, école d'ingé, enfin tu t'es pas projeté dans ce qui parfois est la filière entre guillemets de royale, des jeunes qui font des filières au bac un peu scientifique. T'avais pas d'idée forcément préconçue? Si, quand même. Un petit peu, mais j'avais pas envie de faire 2 ans de préparation comme ça, acharnée. Ouais. Donc je me suis dit, ça c'est la bonne option, c'est un entre-deux. Il y a quand même un peu de travail, mais là, ça va. Ok. Et le côté pratique, j'imagine, peut-être aussi plus concret dans tes études. Alors toi aussi, est-ce que quand tu te projettes là après ton diplôme du BUT, vers quel secteur industriel tu te verrais bien finalement par rapport à tes centres d'intérêt? Je pense poursuivre encore mes études. C'est bien.
Mais je sais pas. École d'ingé peut-être? Oui, peut-être. Bah, voilà. Mais généraliste du coup, vu que je sais pas spécialement. Eh ben, ça tombe bien. En Bretagne, on a 3 campus. Je dis rien, hein, mais voilà, au cas où. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Exact. Et alors, une fois que tu auras fini ton parcours et tes études, voilà, tu veux rester en Bretagne, tu as repéré un peu comme ta camarade Erel, une entreprise qui te fait un peu rêver, que tu aimerais intégrer, hein? Non, pas spécialement. Encore, ouais. Tu te laisses porter un petit peu. Voilà, exactement. En tout cas, j'aimerais aller dans le secteur qui me plaît. D'accord. Que je n'ai pas encore trouvé, malheureusement. Mais... Ça va venir, tu es en première année. C'est ça, voilà, c'est pour ça que je me laisse le temps. Ouais. D'accord. Bah, merci à tous les deux. Hein, et puis, bonne route également et bon vent, puisqu'on est en Bretagne, c'est mieux de parler de bon vent, hein, voilà, pour la suite de votre parcours. Et on arrive tout doucement à notre séquence orientation, donc avec Nathalie Leceffel. Bonjour Nathalie, de l'ONICEP. Bonjour à tout le monde. Eh bien, on vous entend, c'est formidable. Alors, on va lancer votre présentation et vous pouvez démarrer quand vous voulez, Nathalie. Merci bien. Alors, on a entendu beaucoup de choses pour travailler dans l'industrie, plus particulièrement l'éco-conception qui nous concerne aujourd'hui, la RSE et le Lean Management. Et aussi différents domaines de formation. Les univers sont très variés. On peut travailler dans l'agroalimentaire, les énergies, l'environnement, l'industrie en général, la logistique, qualité, transport, santé, sciences, sécurité, etc. Donc, c'est une multitude de possibilités qui s'offrent aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers ces domaines très porteurs. Donc, on peut passer sur la diapo suivante et voir les différents métiers. Donc là, je vous ai mis des exemples de métiers que vous pouvez retrouver sur onicep.fr avec les fiches qui concernent chaque métier, donc chef de fabrication des industries graphiques, manager de risque, auditeur, auditrice qualité, responsable qualité en agroalimentaire. Tous ces métiers se conjuguent au masculin et au féminin. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, les femmes s'intègrent très bien dans l'industrie. Donc après les métiers, on va voir les différents niveaux d'études. On embauche bien évidemment des opérateurs, des techniciens, des techniciennes également, des ingénieurs. On peut se former à différents niveaux en passant par des CAP. Là, je vous ai mis des exemples, il en existe bien d'autres, des diplômes. On peut faire aussi des bacs généraux et technologiques, des bacs professionnels, des BTS, des BUT, des licences pro et des masters. Des diplômes d'ingénieurs, évidemment. Donc, tout cela peut se faire par la formation initiale, donc en passant par le lycée, l'université, etc. Et puis, avec aussi la possibilité de se former en alternance. On a entendu bien des témoignages qui valorisent l'apprentissage, donc en passant soit par les CFA ou bien par les écoles de production, par exemple, qui forment au métier. La formation continue aussi permet de continuer à se former en étant salarié ou en reprenant une reconversion, par exemple, et avec des organismes qui proposent soit des cours du soir, soit des formations à distance ou adaptées au rythme de travail des salariés. Et donc, tous les niveaux et tous les profils sont attendus dans ces métiers. Donc, pour s'informer et retrouver toutes les informations sur ce dont on a parlé aujourd'hui, les métiers de l'industrie et bien d'autres, vous pouvez vous renseigner sur le site onicep.fr que vous connaissez bien et vous pouvez aussi regarder des témoignages de professionnels dans différents métiers sur Onicep TV. Donc, c'est la chaîne TV de l'Unicep. Et puis, vous pouvez vous procurer également les publications. Donc là, ce sont les dernières publications qui viennent de paraître. Un spécial « Quel métier demain ?» spécial industrie, donc sur le site de la librairie de l'ONICEP. Et vous pouvez donc consulter des reportages sur des entreprises avec des témoignages et des focus sur certains métiers très porteurs dans les années à venir. Et si vous avez des questions sur l'orientation, sur les formations et les métiers, donc vous pouvez
poser vos questions à des conseillers. Donc, sur la diapo suivante, on va voir le site monorientationenligne.fr. C'est un service de l'ONICEP qui est gratuit et ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez vous rendre sur monorientationenligne.fr et vous pouvez converser avec un conseiller, soit par téléphone, soit par chat ou par mail. Donc, voilà, le service est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup Nathalie, et effectivement, n'hésitez pas, l'ONICEP a plein de ressources également, et avec ce nouveau service en ligne, je pense que c'est un moyen très simple et facile pour avoir des questions pratiques. Si vous avez des choix, des doutes sur votre orientation, en tout cas n'hésitez pas, vous avez de quoi trouver là matière à vous informer. Merci beaucoup encore Nathalie. Alors, on n'a pas de questions sur le chat, mais moi, je vais en avoir une concernant précisément un petit peu le lean management, parce qu'on en a parlé rapidement avec toi, Terence, et avec Christina également. Alors, est-ce qu'un de vous deux peut un peu nous développer, parce que les jeunes peut-être n'en ont pas forcément entendu parler, mais à quoi ça sert dans une entreprise, et c'est quoi en gros, en quelques mots, le lean management? Alors, attends, je vais te donner un micro. Merci. Vous me dites, l'un ou l'autre. Vous pouvez compléter de toute manière. Alors, pour moi, déjà, le lean, c'est une philosophie. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un mindset. C'est une manière de percevoir ce qu'on souhaite comme entreprise. Si moi, j'ai 3 points clés, enfin, une définition que je pourrais donner, 3 grandes étapes. Créer des flux tirés lissés pour créer des problèmes. Le Gemba, c'est-à-dire le tour des terrains, voir un peu nos standards pour justement, une fois qu'on a créé les problèmes, pouvoir les voir là où ils se passent, pouvoir discuter avec les bonnes personnes là où se créent les problèmes. Et ensuite, la 3e étape, ce serait le Kaizen, la résolution de problèmes. Une fois qu'on les a créés, qu'on les a identifiés, comment on les résout et avec qui on les résout. Voilà. Donc, en gros, c'est pour optimiser un petit peu le fonctionnement de la production et de tous les process de l'entreprise. C'est ça. Donc le but, c'est de chasser les gaspillages. Gagner du temps. La qualité en est un. Les taux de chute peuvent en être un autre. Les stocks en sont un aussi. On parlait tout à l'heure de remise en stock et de trésor. De refaire gagner des lignes de trésor dans les bilans comptables. Ça a un impact sur tous les métiers de l'entreprise. Et même le métier des RH, parce que moi je rajoute souvent, on parle souvent d'essais de gaspillage, moi je rajoute un 8e gaspillage qui est le gaspillage des talents. Et donc moi régulièrement, je demande à mes managers de regarder dans leurs équipes s'il n'y a pas des gens justement au parcours atypique, qui ont dévié, qui ont, on parlait tout à l'heure de gens qui ont fait des écoles de design et qui aujourd'hui sont menuisiers. Et peut-être qu'on aura besoin demain de designers. Et donc pour ça, il faut s'intéresser aux gens. Je pense aussi qu'on manque un peu d'authenticité dans nos relations. Et le lean amène cette authenticité-là. Pourquoi ? Parce que moi je dis toujours, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais le Kanban, ils ne ment jamais. Donc il dit toujours la vérité. Et ça amène des discussions, je dirais, authentiques, véritables, sans écran de fumée. Et ensuite, il faut avoir aussi cette posture de coach, puisque dans la maison du lean, on la connaît, l'excellence opérationnelle en haut, les 2 piliers, l'arrêt au défaut et les juste à temps. Mais pour moi, il y a aussi toute la base qui est très importante et qui pour moi est travaillée au travers des visions d'entreprise, de l'ambition d'entreprise, des valeurs d'entreprise, qui sont justement les attitudes, les comportements OK, non OK, comment les identifier, comment aider nos managers aussi à apprivoiser ces situations parfois qui peuvent être complexes, et surtout la finalité de la finalité. Pour moi, pour le lean, parce que souvent on va parler du lean comme étant quelque chose qui détruit des emplois, qui n'a pas bonne presse, qui n'a pas. Mais pour moi, c'est un outil. C'est comme un marteau. Après, vous choisissez, ou vous détruisez, ou vous construisez. Nous, on a choisi de faire du lean pour le mettre au service de nos clients et pour construire de la croissance. Voilà. C'est bien résumé, Terence. Et du coup, sur ton témoignage, on va clôturer cette
ce webinaire orientation et aussi cette saison 2023-2024 des webinaires orientation ose les métiers de l'industrie du futur. Mais pour mieux vous retrouver donc au mois de septembre prochain, puisque précisément le 25 septembre, eh bien, nous serons là dans les Hauts-de-France, puisque ce sera chez l'entreprise DV Group que nous allons être reçus. Alors DV Group, là aussi, on va chez le leader français de l'ingénierie, de la maintenance et du contrôle. Une entreprise qui est donc pleinement impliquée dans le développement de tout ce qui est usine du futur et qui participe finalement à cette grande mutation industrielle qui est en train de vivre ce secteur en tant qu'intégrateur 4.0 avec toutes les nouvelles briques technologiques qui vont avec pour pouvoir effectivement participer et contribuer finalement à aller vers ces grands enjeux économiques, sociétaux, environnementaux de l'industrie 4.0 et qu'on sera en tout cas ravis de découvrir à ce moment-là. Voilà, en tout cas, je vous invite prochainement à vous rendre sur le site imt.fr puisque nous aurons tout le calendrier de septembre 2024 jusqu'à mars 2025 qui sera bouclé. Et je vous dis déjà qu'on on aura le plaisir de refaire un focus sur les métiers de l'aéronautique avec Airbus Hélicoptère et nous aurons également la chance de refaire un point sur les métiers du nucléaire, donc là avec 2 entreprises qui vont aussi nous montrer comment ce secteur est en plein essor et qui dit plein essor dit également des emplois massivement qui vont être, on va dire, proposés. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, aussi Instagram ou bien Facebook, Twitter et, maintenant ex-Twitter, mais LinkedIn également. Voilà, donc un grand merci en tout cas à toutes et à tous pour vos témoignages et surtout le partage aussi de ce qui fait la richesse de vos métiers, de vos activités et de cette entreprise, donc Maison Cadiou, qui nous a reçus aujourd'hui. C'était un plaisir de venir au bout de la Bretagne. Voilà. C'est nous qui vous remercions, parce que, comme on dit chez nous, après, c'est l'Amérique. C'est ça. Donc, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Et puis, ça a été un plaisir, je pense, pour tous les acteurs là, de ce webinaire. C'était un grand plaisir, Terence, parce que ça fait quelques années qu'on collabore ensemble. On devait déjà nous se rendre ici et on l'a fait. Donc, vraiment ravi de voir cette belle usine, en tout cas les beaux produits que vous fabriquez. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas également, en quittant ce webinaire, à remplir le questionnaire de satisfaction, parce que nous aussi, on est dans l'amélioration continue et ça nous permet de progresser. Voilà, je vous souhaite de belles orientations et n'oubliez pas, l'industrie, c'est fantastique. Alors, n'hésitez pas à découvrir la richesse de ces métiers. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.